Peut-être un sujet qui sera un petit peu différent du thème global de ce que vous avez pu avoir dans les conférences, parce que je vais vous parler de bioautomatique, en fait, qui est un genre de nouveau domaine de recherche qu'on a inventé à l'Université de Liège. Et donc, en gros, avant toute chose, je vais vous donner quand même un petit mot sur qui je suis. Donc, en gros, moi, j'ai une formation de biochimiste et biologiste moléculaire et cellulaire. Et donc, normalement, ces formations-là vont nous destiner à plutôt travailler dans la recherche fondamentale sur le vivant, en biologie, en microbiologie, en biochimie. Et donc, vraiment travailler dans des laboratoires. Sauf qu'en fait, j'ai décidé de prendre un chemin un petit peu différent et de créer, à l'aide de 2 professeurs, un nouveau, plus ou moins, domaine de recherche qui s'appelle la bioautomatique. Et donc, en gros, l'idée, c'est que, je ne sais pas si mon PowerPoint est visible ou pas, voilà, parfaitement. Donc, en gros, je travaille à l'Université Liège en tant que chercheur, mais aussi sur mon temps libre, je fais un peu de Twitch et de YouTube pour un peu justement partager cette passion. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la bioautomatique. Et donc, en gros, où je travaille, je travaille au B22 à l'Université de Liège, qui est le bâtiment de botanique, et j'ai là-bas un laboratoire qui ressemble à peu près à ça. Et là, vous pouvez déjà vous poser une question en vous disant, tiens, c'est bizarre, il a une formation de biologiste, il va nous parler d'un bâtiment de botanique, et quand on regarde à quoi ressemble son laboratoire, eh bien, en fait, on y voit en fait pas beaucoup de produits chimiques, pas beaucoup de réactifs, pas de plantes, pas de microalgues, mais par contre, on voit des fils partout, on voit des imprimantes 3D, des ordinateurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vient faire dans un bâtiment de botanique? Et à la fin de cette présentation, j'espère que vous comprendrez un peu pourquoi en fait ce type de bureau pourrait avoir de la pertinence et sa place dans les laboratoires de biologie, botanique, biochimie, médecine et j'en passe. Donc ça, c'est mon vrai travail, c'est ce que je fais en journée. Et hors de mon boulot, je suis également administrateur au Liège Hackerspace, qui est un endroit en fait qui a permis de me former, vu que je n'ai pas de formation en électronique ou en programmation. Et donc des endroits comme le Liège Hackerspace, c'est des endroits parfaits où on peut en gros se retrouver en tant que passionné de technologie, information, bricolage en général, et pouvoir en fait échanger des informations, apprendre à d'autres ou apprendre d'autres également. Et c'était génial parce que je pouvais comme ça un peu me former et discuter de cette passion avec d'autres personnes. Et puis je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant partager cette passion avec encore plus de monde. Et donc, au Liège Hackerspace, je me suis lancé sur Twitch et YouTube. Et finalement, j'ai maintenant mon propre studio où je fais des vidéos 2 fois par semaine. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais en fait, vous allez voir que faire les bricolages comme ça pour le fun chez soi, entre potes, pour s'amuser, et faire ce même genre de bricolage dans un laboratoire, dans un cadre pro et scientifique, eh bien, ça a de la pertinence. Ça peut être vraiment utile à la recherche. Alors, avant de vous expliquer vraiment en détail ce que je fais, je vais déjà vous expliquer un peu les origines de la bioautomatique, d'où est-ce que ça vient et quel genre de problème ça essaie de solutionner. Et donc, il y a déjà un problème par le passé qui a été mis en évidence par une publication dans Nature qui s'appelle en gros la crise de la reproductibilité. Et sans trop entrer dans le détail sur comment fonctionne en fait le système scientifique, mais grosso modo, quand on fait une découverte, quand un chercheur fait une découverte, il va publier ses résultats, ses observations et tirer des conclusions. Et forcément, la communauté scientifique ne va pas le croire sur parole. On ne va pas dire « Ah c'est génial, ce que vous dites est probablement vrai, on vous croit sur parole, pas de souci ». Évidemment que non, ce n'est pas comme ça que fonctionne la science, c'est encore bien. Et donc, en gros, l'idée ici, c'est que quand on publie nos résultats, on va également publier notre mode opératoire et dire « J'ai obtenu ces conclusions en faisant telle expérience, dans telles conditions ». Et l'idée derrière tout ça, c'est que n'importe qui dans un autre laboratoire indépendant ailleurs dans le monde puisse prendre ce mode opératoire, cette recette, et pouvoir comme ça refaire la même expérience et théoriquement atteindre les mêmes résultats. S'il atteint les mêmes résultats, parfait, le gars ne mentait pas. Mais en fait, quand on fait ça en pratique, on se retrouve qu'il y a un gros souci. C'est qu'il y a énormément de publications, beaucoup trop de publications qui ne sont pas reproductibles. On n'arrive pas à reproduire les mêmes résultats. Et vous voyez ici à droite toutes les causes possibles. Et il y a vraiment, c'est un sujet très vaste. On pourrait vraiment parler de 30-40 minutes juste de ça. Il y a des causes économiques, politiques. Il y a des problèmes vraiment de pression au niveau des scientifiques. Par exemple, en fait, quand on est scientifique, on a une très grande pression de publication. C'est-à-dire que c'est comme ça, en fait, qu'on reçoit des financements, qu'on est connu, qu'on est reconnu. Et donc, on a des fois cette pression de vouloir publier rapidement le plus possible. Et donc, des fois, on fait des erreurs. Des fois, il y a des gens qui vont malheureusement falsifier leurs résultats. Et du côté des journaux qui publient les articles, forcément, il y a aussi quelques soucis parce qu'eux, ils vont gagner de l'argent quand un scientifique veut publier, parce que des fois, on doit payer. Et après, il va vendre notre article. Une fois de plus, c'est un sujet très vaste de comment fonctionne le système de publication. Mais on ne va pas vraiment parler de ça. Mais donc, en gros, juste pour dire que les journaux, des fois, ont aussi plus ou moins tout intérêt à être assez laxistes sur les conditions de leur système de validation des articles et de reviewing. Mais moi, ce n'est pas vraiment ça qui m'a intéressé. Ce n'est pas ce problème qu'essaie d'adresser la bioautomatique. Moi, je m'intéressais à 2 autres problèmes qui sont plus du point de vue technique et qui peuvent causer ces problèmes de reproductibilité de nos recherches. La première, c'est très simple, ce sont les erreurs humaines. Voilà, l'être humain n'est pas infaillible et donc il arrive des fois qu'on fasse des erreurs. Si par exemple, dans notre mode opératoire, on dit « j'ai mis le réactif A, B et C »,
Voilà, c'est dans cette ordre-là que je l'ai fait. Et peut-être que quand j'ai fait la manipulation dans mon laboratoire, j'ai été inattentif et en fait, j'ai mis réactif C avant le A. Donc, ça altère mon expérience. Vu que c'est une erreur, je n'en ai pas conscience. Donc, dans mon mode opératoire, je n'ai pas décrit C, A, B, mais A, B, C. Et donc, j'ai des résultats, je publie les résultats. Et quand quelqu'un veut reproduire l'expérience, vu que les données que je lui ai données sont fausses, pas forcément falsifiées, juste c'est une erreur, eh bien, il n'arrive pas à atteindre les mêmes résultats. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème, qui est un peu dans le même sens, c'est aussi le manque de contrôle que l'on peut avoir des fois sur nos conditions expérimentales. Alors, on n'arrive pas à tout savoir, tout le temps, à tout moment. Et donc ça peut causer des problèmes parce qu'il y a certains paramètres de l'environnement du laboratoire qu'on peut considérer comme négligeables et qui ne le sont peut-être pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons que je veuille avoir une culture de microalgues. Donc là, en gros, une fois de plus, sans rentrer dans le détail, imaginez que c'est simplement un récipient qui contient des algues en suspension liquide, qui est fermé hermétiquement et qu'on met dans une chambre de culture stérilement, agitée avec de la lumière, et la température doit rester constante. Et je vais dire, dans mon protocole, moi, mes algues sont restées à 22 degrés tout le temps. Et pour m'assurer de ça, tous les jours, je vérifie la température de la pièce. 22 degrés, lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite, pas de souci. Sauf qu'imaginons maintenant qu'un jour, pendant la nuit, à 3-4 heures du matin, il y a un problème avec le système de régulation de la température de la chambre de culture. Et pendant un court moment, la température augmente à 25 degrés, mais ça dure peut-être 1 heure ou 2. Et le lendemain, quand je reviens au labo, la température est montée à 22 degrés Celsius, enfin redescendue à 22 degrés Celsius. Moi, j'ai pris la température la veille, 22 degrés. Je prends la température aujourd'hui, 22 degrés. Je suppose donc que la température était constante. Et donc, dans ma publication, je vais dire j'ai obtenu tel résultat en utilisant des algues à 22 degrés. Sauf qu'en fait, il y a eu un moment, un tout petit moment où la température est augmentée. Et peut-être qu'en fait, ça peut avoir un impact très important sur le déroulement de mon expérience, sauf que j'en ai pas conscience en fait. Et donc, dans ma publication, je vais dire la température était constante à 22 degrés. Quelqu'un va essayer de reproduire l'expérience avec les mêmes conditions. Il va aussi il va pas obtenir le même résultat avec moi. Et une fois de plus, c'est pas de la malhonnêteté, c'est pas volontairement j'ai falsifié le résultat. Juste, il y a un paramètre, un problème ponctuel qui est apparu que j'ai pas pu mesurer, dont je n'ai pas conscience, et donc ça peut poser des soucis. Les autres origines de la bioautomatique, de ce nouveau champ de recherche, eh bien, c'est aussi, donc ça, c'est des problèmes passés, mais il y a également des problèmes plus actuels et qui pourraient s'amplifier dans l'avenir. Déjà, c'est le manque de moyens. Les financements sont de plus en plus compliqués à obtenir, ils sont à des montants de moins en moins élevés, il y a de plus en plus de concurrence entre les laboratoires, et donc il pourrait arriver un moment où les laboratoires ont moins de financement que ce qu'ils voudraient avoir, et donc ils n'ont pas les moyens d'acheter tous les appareils, tous les systèmes de monitoring qu'ils voudraient. Alors, il y a aussi le fait que certains pays ont beaucoup moins de financement pour la recherche, les pays en voie de développement, les pays émergents, et donc c'est un peu dommage qu'eux n'aient pas accès au même matériel que nous avons ici. Il y a aussi le manque de temps, au point de vue du temps alloué aux chercheurs, parce qu'en fait, ça c'est assez paradoxal, mais nous, les chercheurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier des résultats, on va publier des analyses des données, sauf qu'en réalité, on passe plus de temps à générer des données qu'à les analyser. Et donc, il y a vraiment ce problème de se dire, tiens, si on arrivait à mieux gérer notre temps, à pouvoir justement avoir plus de temps pour analyser des données, faire des réplications d'expérience pour avoir des analyses statistiques de meilleure qualité et manipuler un peu moins en laboratoire, ça pourrait être assez intéressant. Il y a aussi un autre problème qui, en fait, est parfaitement en accord avec les deux précédents, c'est l'obsolescence des appareils de mesure. Déjà qu'on doit payer une fortune pour acheter des appareils de mesure assez haut de gamme, sauf qu'en fait, on paye pour les acheter, on paye pour les maintenir en vie avec des contrats de maintenance, et puis arrive un jour où le fabricant nous dit, maintenant, la machine, on ne la maintient plus, on a fait une nouvelle machine qui est mieux, vous devez acheter la nouvelle. Donc, on va dépenser de l'argent et on va perdre du temps pour se former à réutiliser cette nouvelle machine. Ça, ce sont les problèmes. Il y a aussi maintenant des choses qu'on voudrait du coup améliorer et créer dans le futur. Déjà, c'est donner la possibilité aux chercheurs de pouvoir par eux-mêmes en fait réparer et améliorer leurs appareils de mesure, sans devoir dépendre d'une entreprise tierce qui du jour au lendemain pourrait dire on ne maintient plus cette machine, tant pis pour vous. Il y a également la possibilité, si possible, d'optimiser les protocoles, simplement justement mieux gérer notre temps, dire j'ai une manip qui me prend 2 heures tous les jours, est-ce que je ne pourrais pas trouver un moyen, des outils pour que ça ne me prenne plus que 30 minutes ou que même tout soit totalement automatisé. Bien entendu, l'amélioration de la répétabilité en ayant du coup plus de contrôle sur les conditions expérimentales et en limitant autant que possible l'erreur humaine dans les manips. Et surtout, un des points les plus importants, je trouve, c'est aussi la capacité d'un laboratoire à pouvoir designer de nouvelles expériences. Vraiment dire, j'aimerais bien monitorer telle chose, mesurer telle chose, étudier tel paramètre. Il n'existe pas de matériel sur le marché qui me permette de faire ça. Est-ce que je peux bricoler mon propre appareil sur mesure? Et là, du coup, vous êtes peut-être en train de vous dire, OK, c'est bien, sauf que là, on est dans une conférence qui parle de technologie d'information. Pourquoi est-ce qu'il vient nous parler de ces problèmes de laboratoire? Ce n'est pas le thème de la conférence, finalement. Mais en fait, vous allez voir que la description en une phrase de la bioautomatique, c'est un peu une description très vendeuse et qui est peut-être un petit peu prétentieuse, mais vous allez comprendre l'idée. C'est que moi, ce que j'aimerais bien pouvoir créer, c'est
une indépendance technologique des laboratoires. En gros, les laboratoires ne dépendent plus de grandes entreprises qui nous font payer des fortunes, et si du jour au lendemain, ils changent d'avis, ils décident que telle machine ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus, nous, on est bloqué. Ou alors, par exemple, plus dans l'histoire des designs sur mesure, en fait, il y a peut-être des entreprises qui vont dire « Oui, non, on ne va jamais créer cet appareil de mesure-là parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour l'acheter. » Donc, même si cette machine aurait un intérêt scientifique au niveau de la recherche, elle n'a pas d'intérêt économique pour l'entreprise, donc elle ne va pas la développer. Et nous, les chercheurs, on est bloqués parce qu'on n'a pas les outils qu'il nous faut. Et donc, en gros, les objectifs, c'est quoi? C'est de pouvoir modifier et améliorer du matériel préexistant, comme j'ai déjà dit, pouvoir éventuellement soi-même fabriquer des robots et des appareils de mesure spécifiquement designés pour les expériences, et le tout serait DIY, donc do it yourself, et open source. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire, moi, je crée un laboratoire qui fabrique des machines pour d'autres labos et que je vais leur vendre et finalement exactement faire la même chose que ce que je critique. C'est vraiment de trouver des moyens, des outils électroniques, des logiciels qui sont accessibles à tous pour dire au laboratoire, là, vous pouvez vraiment vous-même, même si vous avez une formation de biologiste, grâce à cette documentation-là, facilement trouvable sur Internet et open source, vous pourrez par vous-même en fait fabriquer vos appareils et apprendre à les réparer en utilisant le moins de temps possible, espérons-le. Et tout ça, ça permettrait à terme une meilleure répétabilité de nos expériences, pouvoir faire des expériences inédites et avoir une meilleure gestion de notre temps et de notre argent. Et ça, c'est quand même déjà des belles promesses. Mais alors là, on pourrait avoir peur de se dire, ça demande peut-être du matériel haut de gamme, ça demande des connaissances haut de gamme. Est-ce que vraiment un biologiste qui n'a déjà à peine le temps de faire ses propres recherches aura le temps de se former à utiliser ce genre de technologie? Eh bien, en fait, le hardware que j'utilise, déjà, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous en avez même déjà entendu parler pour certains dans les précédentes conférences, mais ce sont vraiment des composants qui sont d'une part très bon marché et d'autre part très accessibles parce qu'il y a une grande documentation sur Internet et on les trouve vraiment dans tous les magasins. Et là, par exemple, moi, à mon laboratoire, je vais utiliser des microcontrôleurs de type ESP8266, ESP32, des Arduino. Quand j'ai besoin de faire tourner des logiciels ou des serveurs, j'utilise des Raspberry Pi ou des équivalents, donc des single board computers. Au niveau des appareils qui vont me permettre de faire des actuateurs, de piloter des machines, eh bien, c'est des stepper moteurs, des servomoteurs, des modules, des capteurs qui sont Arduino compatibles et qui coûtent quelques euros. Et bien entendu, comme vous pouvez le voir ici dans mon studio, de l'impression 3D. Ça, c'est aussi un outil de choix qui nous permet vraiment de créer les objets comme on le veut, en fait. Et ça, en fait, déjà, c'est très accessible, comme je l'ai dit, documentation ultra disponible sur Internet. Et surtout, au niveau du prix, ça coûte rien du tout. Les ESP, c'est 2-3 euros. Les Arduino, c'est le même genre de prix. Les Raspberry Pi au single board computer, ça va de 10 à une cinquantaine d'euros. Les petits modules Arduino compatibles, c'est quelques euros. Et l'imprimante 3D, ça coûte peut-être 1 millier d'euros. Alors déjà, c'est infiniment moins cher que le moins cher des appareils de laboratoire qu'on a l'habitude de manipuler. Et en plus, ça se rentabilise incroyablement vite. Alors ça, c'est pour le hardware. Au niveau du software, eh bien, vous allez voir que c'est pareil, c'est des trucs que vous connaissez probablement. Pour programmer les microcontrôleurs, ça se passe sur l'Arduino IDE. Avec ça, je peux programmer des Arduino et des ESP en C++ un peu simplifié, donc vraiment très accessible aux débutants. Ceux qui me suivent sur Twitch ou Twitter savent que je suis un gourou autoproclamé de Node-RED, et donc ça, c'est un logiciel que j'utilise énormément, qui à l'origine est un logiciel de domotique, qui a un système un peu similaire à Scratch, qui a déjà été présenté dans une précédente présentation, à cette conférence-ci, qui va avoir aussi un système de drag and drop, de système de programmation en bloc, et qui est vraiment capable, en gros, de faire des trucs extrêmement puissants. Et en plus, ça permet aussi de créer une interface graphique sur une page web, donc accessible sur tout un tas d'appareils, peu importe le système d'exploitation, et sans avoir à installer d'applications tierces sur le client. Et sinon, ça m'arrive aussi de jouer de temps en temps avec un peu de Python, surtout pour faire de l'analyse d'image avec OpenCV. Et donc, j'ai certaines machines qui sont capables de faire de l'analyse d'image pour mesurer, compter des cellules en microscopie, ou éventuellement faire des systèmes de monitoring à distance où je peux avoir une caméra qui est capable de détecter quand il y a un problème, m'envoyer une notification quand il y a un souci. Et là, je vais maintenant vous montrer en gros, en pratique, comment est-ce qu'on met ça en place, en fait. Ça, par exemple, c'est une machine que j'ai vraiment fabriquée à partir de zéro, qui a déjà été publiée dans une proceeding de conférence. Et c'est un phototurbiostat. Alors, je ne saurais pas vous l'expliquer en détail avancé, mais en gros, l'idée d'un phototurbiostat, c'est que c'est un appareil de culture qui est capable de maintenir une culture cellulaire à une turbidité constante, ou plutôt une concentration, si vous préférez. Et donc, l'idée, c'est que si, par exemple, pour faire des manipulations génétiques ou autres, j'ai besoin d'avoir 1000 cellules par millilitre, eh bien, normalement, en temps normal, si je voulais le faire manuellement, je devrais avoir ma culture dans un récipient fermé, tous les jours prendre un échantillon, mesurer la concentration des cellules, si jamais il y en a trop, les diluer, s'il n'y en a pas assez, attendre, sauf qu'à chaque fois que je prélève un échantillon, à chaque fois que je dilue, il y a un risque de contamination, parce que tout ça doit se faire stérilement. Donc, rien que de monitorer la culture peut engendrer le risque de complètement détruire ma culture, et puis en plus, ça prend un temps fou, c'est vraiment plusieurs heures par jour.
Avec un appareil comme ça, tout est automatisé. Le monitoring se fait de façon automatique. Les pompes sont capables de retirer, d'ajouter du milieu, tout ça stérilement. Et donc, ça me fait à la fois gagner du temps et ça me permet aussi de simplement avoir une plus grande fiabilité au niveau de mes expériences. Et en plus de ça, avoir un monitoring en temps réel. Donc, si par exemple, pendant le week-end, il y a un grand souci avec ma culture, il y a un bug ou autre, je suis instantanément prévenu et je sais très bien que s'il y a eu un souci, par exemple d'une élévation de température, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, eh bien, je sais que la culture n'est pas valable, il y a eu un bug, je ne peux pas l'utiliser pour mes expériences. Et ça, on se dit, oula, c'est une machine haut de gamme, ça doit coûter cher, ça doit être compliqué à fabriquer. Pas du tout. Si vous regardez le hardware utilisé, eh bien, les pompes, elles sont imprimées en 3D. La lumière, c'est des néopixels contrôlés par un Arduino Mega. Le système de refroidissement ou autre est pareil, contrôlé par des microcontrôleurs. Le capteur de turbidité qui mesure la concentration des cellules, c'est une photorésistance qui coûte quelques euros. Et donc, en fait, l'appareil va me coûter une centaine d'euros à fabriquer et va être aussi performant et puissant qu'un appareil du commerce qui va coûter des milliers d'euros et tout en étant beaucoup plus flexible. Là, par exemple, j'ai une interface graphique qui est développée sur Node-RED qui tourne sur un Orange Pi, donc c'est un peu comme un Raspberry Pi en moins cher. Et donc, si un jour je veux modifier la machine pour changer le volume du récipient, je peux le faire, alors qu'avec une machine commerciale, c'est impossible, c'est un récipient fini, fixe. Si je veux un volume plus grand, je dois upgrader le système et ça va me coûter encore extrêmement cher. Et donc, en vrai, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez que c'est quand même encore des bricolages. On voit des fils partout, des petites lumières, c'est joli. Mais en vrai, quand on regarde, et si vous voulez voir, vous pouvez suivre le lien que je mets ici de la publication, et bien, vous pouvez voir qu'en fait, ça permet d'obtenir des résultats équivalents, voire plus ou moins supérieurs, tout en restant modeste, à certaines machines commerciales qui coûtent 10, 100 fois plus cher. Alors, ça, c'est la création d'une machine à partir de zéro. D'accord ? Mais on peut aussi partir d'une machine déjà existante et l'améliorer. Là, je vais prendre l'exemple, en gros, d'un chercheur qui est déjà venu me voir et qui voulait améliorer un spectrofluorimètre. Alors, un spectrofluorimètre, ça permet de mesurer la fluorescence, comme son nom l'indique, et dans mon laboratoire, c'est très utile pour mesurer la photosynthèse. Il y a un souci avec la photosynthèse, c'est qu'elle est très sensible à la température. Et dans notre laboratoire, eh bien, ce chercheur s'est rendu compte qu'entre l'été et l'hiver, il observait des différences dans ses résultats alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et ça, c'est bien la preuve qu'il y a une cause extérieure, environnementale, qui modifie ces mesures, et c'était évidemment la température. Parce qu'en été, il fait chaud, en hiver, il fait froid, et le système de régulation de température dans le bâtiment n'est pas assez performant. Et donc, il a été regardé chez le fabricant pour voir s'il n'existait pas un système de régulation de température. Le fabricant ne le fabrique pas, donc pas moyen d'en obtenir. Donc, en théorie, si on n'avait pas de laboratoire de bioautomatique dans le bâtiment, le gars était foutu, il aurait juste dû faire les expériences tout le temps à la même période de l'année. Sauf qu'il est venu me voir, et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de hacker la machine, de l'améliorer par nous-mêmes pour donner cette fonctionnalité ? Donc, la première étape, c'est quoi ? On commence à théoriser, on prend des mesures, on regarde où est-ce qu'on pourrait mettre notre appareil, parce qu'il faut forcément qu'on n'interfère pas avec le fonctionnement de la machine, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible du tout. Donc, on trouve différentes pistes et on commence à faire des prototypes. Voilà, on a 2 idées, on fait les prototypes et gardez en tête que ces prototypes ont coûté quelques euros à fabriquer avec des trucs trouvés chez Brico, chez Amazon, chez AliExpress, donc vraiment, ça n'a rien coûté du tout. Et puis, une fois qu'on a les prototypes, on va faire un test en conditions artificielles. On voit si on arrive à faire notre système de régulation de température. Et une fois qu'on est plus ou moins confiant, on va essayer d'intégrer la machine et on fait des mesures pour calibrer tout ça et voir si ça fonctionne. Et en fait, je me retrouve avec un appareil à une cinquantaine d'euros qui est capable de faire du water cooling et de chauffer ou de refroidir un échantillon pour le garder à une température constante. Et une fois de plus, au niveau du hardware et software utilisé, là-dedans, on a quoi ? On a un ESP8266 qui coûte 2 euros, programmé via l'Arduino IDE. Ce qui fait la régulation de température, c'est un module Peltier, donc c'est un module thermoélectrique qui est capable de générer du chaud et du froid. C'est ce que vous retrouvez par exemple dans les glacières qui se branchent en même cigare pour vos voitures. Pareil, ça se trouve pour vraiment 3 fois rien. On a 2 relais qui sont pilotés par l'Arduino qui sont capables d'inverser le sens du courant pour faire du chaud ou du froid. Et une petite sonde de température qui coûte quelques euros. Et donc voilà, pour 50 euros, grand max, on arrive à faire un système de water cooling qui maintient l'échantillon à une température constante et qui permet de notablement augmenter les qualités de mesure d'un appareil à plusieurs milliers d'euros qui était incapable de le faire à l'origine. Donc ça, c'est un très bon exemple de la modification, amélioration d'une machine préexistante avec des trucs open source et vraiment bon marché. Maintenant, sans vraiment modifier des machines haut de gamme, on peut aussi faire des systèmes de monitoring un petit peu plus simples. Là, par exemple, comme je vous l'ai déjà expliqué, je travaille avec des microalgues qui sont des organismes photosynthétiques, donc qui sont souvent verts ou des colorations différentes comme du rouge ou du vert bleuté, ça dépend des organismes avec lesquels on travaille. Et très souvent, en fait, il peut y avoir des contaminations par des bactéries. Et les bactéries qu'on retrouve souvent, en fait, vont avoir la particularité d'être incolores parce qu'elles ne font pas la photosynthèse et elles vont se reproduire plus rapidement que les algues qu'on a dans notre culture. Donc, si on a une contamination, ce qui est une très mauvaise chose pour nos expériences, bien entendu, ce qui va se passer, c'est que notre culture va avoir tendance à passer du vert au blanc. Et actuellement, si on veut monitorer ça, si on veut voir si c'est une contamination, on le voit à l'œil nu, on doit faire des observations microscopiques, mais qui dit observation microscopique dit prendre un échantillon,
le mettre sur le microscope, ça prend du temps et ça augmente les risques de contamination. Sauf qu'en fait, si la culture passe du vert au blanc, bah, j'ai juste à prendre un capteur à quelques euros Arduino compatible, le brancher à un SP466, faire un petit serveur pour pouvoir afficher les graphiques et avoir de l'intelligence qui m'envoie une notification dès que ça pose un problème. Je mets ça dans ma culture, j'ai le graphique de la couleur de la culture, et si elle descend en dessous d'un certain niveau de vert, je reçois une notification, je sais qu'il y a un problème, et ça, bah, vu que ça coûte quelques euros, je pourrais en avoir des dizaines, des centaines sur toutes les cultures, et ne plus jamais avoir à rentrer dans la chambre de culture pour monitorer ça, et j'ai donc plus de temps pour faire mes recherches. Mais sinon, justement, je vous ai dit, l'ancien système, c'était de faire de la microscopie. Eh bien entendu, il y a moyen aussi de faire la microscopie DIY en open source. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, j'avais fait une vidéo pour expliquer aux gens comment convertir une webcam d'occasion à quelques euros en un microscope. Forcément, j'ai appliqué cette technique à mon laboratoire. Et en fait, eh bien, j'ai pu transformer des webcams en microscopes pour avoir des petits microscopes compacts, portables et automatiques. Mais je me suis dit, eh bien, tiens, une webcam, c'est embêtant, il y a un fil, il faut la brancher dans un ordinateur. Et donc, ce qu'on pourrait faire à la place, bah, c'est prendre une action cam, une copie de GoPro, et faire exactement le même principe. Et pour convertir une webcam en microscope, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, mais c'est aussi simple que de prendre la lentille, la sortir, la retourner, la remettre devant, une petite pièce imprimée en 3D, ça prend vraiment 10 minutes à faire. Vous avez un microscope portable, là, par exemple, ça rentre, ça se met dans la poche. Et sur le terrain, si par exemple je veux aller étudier l'environnement marin, je peux prendre un échantillon, mon microscope, le mettre et en quelques secondes avoir une photo microscopique. Ou alors faire un système comme celui-ci et en gros avoir une pompe imprimée en 3D qui fait circuler le liquide devant la caméra et par exemple faire un time-lapse de l'évolution de la culture. Et alors qu'avant, il fallait une fois de plus prélever un échantillon, microscope, lame lamelle, focus, prendre une photo, 10 minutes par photo, et bien là, en fait, je peux prendre des centaines de photos par minute de façon automatisée et voir comme ça, en temps réel, comment ma culture évolue et avoir plein d'informations utiles. Toujours dans le domaine de la microscopie, ça, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est une machine sur laquelle je suis en train de travailler et qui est en cours de publication, mais j'ai aussi pu faire le microscope encore plus avancé que ce que je viens de vous montrer, où là, ce serait carrément un microscope DIY à 100-200 euros qui serait capable de prélever les échantillons, photographier les échantillons, même voir une limite de plein de cultures en parallèle, il y aura plusieurs slots dedans, et avoir après de la reconnaissance d'image avec OpenCV pour pouvoir compter les cellules, mesurer la longueur, la largeur, la forme, voir la couleur, voir s'il y a deux types cellulaires, voir si elles ont changé de forme en fonction du temps. Donc vraiment, en vrai, d'avoir un appareil de mesure que je peux brancher une culture, dire étudie tout ce que tu peux étudier, j'appuie sur Start, je m'en vais, et la machine travaille à ma place. Mais ça, c'est pour plus tard, ça c'est un projet en cours, donc je ne vais pas trop parler sur ça. Sinon, je reviens aussi sur du monitoring encore plus simple pour justement adresser le fameux problème de l'augmentation de température pendant la nuit. Ben voilà un exemple de petit système de monitoring que j'ai fabriqué pour quelques euros. Alors, des systèmes de monitoring, ça existe déjà, bien entendu. Hein, vous pouvez acheter ça chez tout un tas de vendeurs, mais il y a toujours ce problème de c'est propriétaire, c'est pas open source. Du jour au lendemain, ça peut disparaître. Du jour au lendemain, ils doivent mettre le truc à jour. Enfin, j'aime pas ne pas avoir le contrôle sur ce que j'utilise et que ça coûte cher en plus. Surtout dans le monde public, dès qu'on veut acheter quelque chose qui coûte un peu cher, il faut faire un marché public, avoir 3 offres. Ça prend un temps de malade pour juste acheter un système de monitoring de température et on n'a pas le temps d'attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois de plus, un Wemos D1 mini, donc un SP466, un DHT22, une petite sonde de température et d'humidité. Je fais quoi? J'envoie ça dans une base de données InfluxDB sur un de mes serveurs qui tourne sur un Raspberry Pi. Sur ce même Raspberry Pi, il y a un Grafana qui tourne pour tracer des jolis graphiques. Tout ça est gratuit, tout ça est open source. Ça m'a coûté 5 euros par capteur, même pas. Et avec ça, je peux en mettre dans toutes les pièces, avoir les graphes qui apparaissent partout et via Node-RED, avoir de l'intelligence pour m'envoyer une notification si une des chambres de culture dépasse une certaine température. Donc voilà, même encore un projet tout simple DIY qui peut être utile en laboratoire, mais que vous pouvez même utiliser chez vous pour vous faire un thermostat connecté pour 3 fois rien. Et même encore plus simple que de jouer avec de l'électronique, l'impression 3D seule, en fait, a une certaine pertinence. Là, par exemple, je vous montre quelques impressions 3D qui ont été super utiles dans mon laboratoire, donc soit pour faire des portes échantillons, soit pour faire des supports pour des machines, ou pour améliorer des machines, ou simplement des porte-tues ou des porte-pipettes qui coûtent étonnamment cher, alors que c'est juste du plastique. Ou alors, des fois, des pièces qui pourraient être capitales, comme par exemple la petite pièce jaune que vous voyez en bas à droite, c'est tout simplement un clips pour une machine. C'est-à-dire que c'est un truc qui permet de verrouiller un capuchon. Sauf que la machine dont le clip s'était cassé, c'est un thermocycleur. C'est ce qui permet de faire des PCR. Vous avez sûrement déjà entendu parler avec l'histoire du Covid. Et en gros, c'est une machine qui doit faire des cycles de chauffe-refroidissement de façon extrêmement précise. Et donc, le capuchon doit être fermé hermétiquement. Si jamais on ne sait plus le fermer, la machine est inutilisable. Donc, une pièce en plastique cassée, la machine est foutue et elle coûte extrêmement cher. Et on va voir le fabricant. Le fabricant nous dit, non, on n'a pas cette pièce de rechange, donc tant pis, débrouillez-vous, faites comme vous, débrouillez-vous, quoi. C'est mort, vous devez racheter une nouvelle machine. Donc moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est juste une pièce en plastique, on va la modéliser en 3D, on la réimprime en 3D,
on la met dans la machine, ça fonctionne, paf, pour 10-20 cents de plastique, même pas, et bien on a réparé une machine à plusieurs milliers d'euros. Donc même l'impression 3D seule peut être super utile. Et maintenant, justement, je vous parle d'impression 3D, on va même faire le lien entre impression 3D et électronique. Et ça, c'est un autre projet sur lequel je travaille, voilà, qui lui mélange de l'impression 3D. Vous avez en gros des pompes péristaltiques en orange, c'est des pompes que je vous ai montrées précédemment. Au milieu, c'est un injecteur seringue avec, une fois de plus, un support imprimant 3D. Et le tout est connecté avec des moteurs NEMA 17. C'est les moteurs qu'on retrouve dans les imprimantes 3D, par exemple. Le tout piloté par un ESP32. Et l'idée, c'était de fabriquer un appareil de manipulation de liquide automatique. En fait, les pompes péristaltiques en orange peuvent manipuler de volumes virtuellement infinis. La seringue va pouvoir manipuler des petits volumes, mais beaucoup plus précisément. Et en fait, dès qu'on arrive à manipuler les liquides, les possibilités sont virtuellement illimitées. Et c'est aussi très précis, parce qu'on pourrait dire impression 3D, problème de tolérance ou autre. Non, en fait, ça marche très bien. Là, sur la photo de droite, par exemple, je voulais prélever 100 microlitres, donc 0,1 millilitre, et la pompe est capable de le faire avec une grande précision. Et donc, on a une erreur relative inférieure à 1%. Donc, pour tout un tas de manips, c'est largement suffisant. Et donc ici, je vais vous montrer un exemple tout simple où on pourrait être ces systèmes-là. Donc la pompe coûte 10 € à peu près, donc vraiment 3 fois rien. Si par exemple je veux remplir des centaines de puits dans des boîtes de culture, dans des boîtes pour mettre des milieux de culture, par exemple, avant c'était tac, 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 tac. Ça prend un temps de malade. Alors que là, j'ai un bouton d'un côté, j'ai le tube de l'autre, tic, 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 tic. Tout est rempli au plus rapidement, pas de risque d'erreur, ça va plus vite. Ça peut être fait stérilement super facilement, moins de manipulation, un gain de temps, un gain d'argent. C'est super. Sauf que là, le système, si je peux imprimer une pompe, je peux en imprimer 10, je peux en imprimer 100. Et donc, je pourrais imaginer un système un peu plus complexe et par exemple faire, je sais pas moi, un genre de machine à cocktail pour laboratoire pour pouvoir, par exemple, créer des milieux de culture. Parce que mes algues, elles vivent dans des milieux de culture qui ont des compositions particulières en acidité, en sels minéraux, en vitamines. Et donc, je pourrais avoir 10 pompes connectées à 10 bouteilles différentes, avoir une petite interface graphique où je vais dire aux gens, je vais dire à la machine, je voudrais du milieu TAP, du milieu TMP, je voudrais 1 litre, j'appuie sur un bouton, tac, 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 toutes les pompes s'activent, ça remplit ça, et une manip qui m'aurait pris 2 heures prend littéralement 5 minutes, et ça va beaucoup plus vite. Et encore un truc qui est super cool, c'est qu'en gros, la bioautomatique, vous avez peut-être compris, l'idée, c'est de prendre l'univers maker technologique et le faire venir dans le monde du laboratoire. Sauf qu'en fait, c'est bidirectionnel. C'est pas simplement on prend des compétences des projets open source, on prend des projets qui existent déjà et on le met dans notre monde du laboratoire et on fait un truc fermé qu'on garde rien que pour nous. En fait, on prend des compétences du monde DIY, on l'applique au laboratoire, sauf qu'en fait, ce qu'on crée au laboratoire pourrait être utile à d'autres personnes plus tard. Comme par exemple le système de monitoring de température, c'est utile dans mon laboratoire, mais ça pourrait être utile dans une maison. Ou alors, pour reprendre l'exemple des pompes, eh bien, j'ai un ami qui a vu cette pompe-là, qui a fait « mais c'est génial, j'en aurais justement besoin ». Et qu'est-ce qu'il a fait? Il en a réimprimé une. Il l'a connecté à une perceuse pour activer la pompe. Et lui, au lieu de l'utiliser pour transférer des volumes de l'ordre du microlitre, eh bien, il l'a utilisé simplement pour purger l'huile d'une de ses machines. Et ça a fonctionné parfaitement. Donc ça montre vraiment en fait que les créations en fait sont utiles vraiment à tout le monde, pas uniquement aux scientifiques, pas uniquement aux makers, mais en gros les deux peuvent coexister et s'aider mutuellement en fait. Et donc là, ma présentation touche à sa fin. Donc là, je vais un peu vous parler du coup de reconclure un peu tout ça pour que tout ça soit plus clair. Donc en gros, la première chose que je voulais déjà préciser, et c'est pour ça en fait que je trouve que cette présentation avait quand même une pertinence dans ce type de conférence, c'est que la programmation et l'électronique vont avoir ont une place importante dans le monde du laboratoire. Peut-être que les chercheurs ne s'en sont pas encore rendus compte, mais on va voir, enfin je l'espère en tout cas que dans l'avenir, eh bien soit il y aura des postes pour des personnes, des devs ou autres dans les laboratoires, ou alors peut-être que les chercheurs vont quand même s'intéresser un petit peu plus à la programmation, à l'électronique, en se disant tiens, ça pourrait peut-être être des compétences qui me soient utiles. Parce qu'en fait, l'objectif de la bioautomatique, c'est de rendre ça accessible à tous, vraiment à tous, que ce soit des débutants, que ce soit des professionnels, que ce soit des gens qui finalement veulent reproduire les machines pour le fun. Et donc, ça va être accessible au niveau du prix, bien entendu. Ça va être accessible au niveau de la documentation, parce que tout ça est en open source, donc on peut le reproduire vraiment facilement avec des trucs qu'on trouve facilement dans le commerce. Et en fait, au final, si on s'intéresse à est-ce que c'est utile au laboratoire, en fait, c'est utile au laboratoire. Ça permet d'obtenir des résultats satisfaisants, ça donne des mesures de qualité, ça permet de travailler beaucoup plus rapidement, ça permet de travailler avec beaucoup plus de fiabilité, parce que quand on automatise certaines manips, il y a moins de risque d'erreur humaine, on a plus de contrôle sur les conditions expérimentales. Et ça permet d'avoir aussi une bonne scalabilité, comme j'expliquais avec les pompes. Si on en imprime une, on peut en imprimer 10, et ça nous coûte quasiment rien en fait de multiplier notre système. Et ça sera aussi future-proof, parce qu'ici, une fois de plus, on n'est plus dépendant d'une entreprise, on n'a plus le risque qu'une technologie soit plus maintenue du jour au lendemain, on l'a fabriquée par nous-mêmes, donc on est capable de la réparer et on est capable de l'améliorer avec le temps. Et enfin, surtout,
ça permettra de faire des expériences inédites qui précédemment étaient irréalisables en fait par les chercheurs, par manque de temps, parce qu'il faut gérer trop d'échantillons en parallèle, parce que c'est des mesures un peu trop précises. Tout ça peut être fait de façon automatique. Et un petit détail que je tiens quand même à préciser avant de conclure, c'est que quand on parle souvent de robots et de labos, on a le mauvais a priori de se dire « Ah ouais, c'est comme dans le monde de l'analyse sanguine, par exemple, ou même dans les grandes entreprises, où en fait, on va rajouter des énormes robots qui font des centaines de trucs, qui prennent la taille d'une pièce entière et qui en fait n'ont pas pour vocation d'aider les chercheurs, mais plutôt d'aider les entreprises en licenciant des chercheurs et des techniciens de laboratoire. » C'est pas mon objectif. Comme vous avez pu le voir, en fait, moi, je vais pas fabriquer des grosses machines qui remplacent l'humain. C'est vraiment fabriquer des petits modules spécifiquement designés pour une fonction précise, mais qui sont aussi très modulaires, très modifiables si on le souhaite, et qui ne vont pas remplacer un chercheur, mais qui vont assister un chercheur, qui vont lui donner des outils supplémentaires pour qu'il puisse mieux gérer son temps et son argent. Donc ça, il faut aussi bien faire la différence. Le but n'est pas du tout de supprimer des emplois, c'est vraiment d'optimiser le travail des chercheurs en laboratoire. Et donc le mot de la fin, il est très simple, c'est « Vive la bioautomatique ». Moi, je pense vraiment, j'ai l'intime conviction que ça va être un peu le futur de ce qu'on pourrait voir dans les laboratoires, du moins je l'espère, si notre projet réussit. Et donc, tout autant que j'en ai la possibilité, moi, je vais continuer à travailler dans ce domaine-là, je vais continuer à partager un peu toutes ces découvertes dans la communauté scientifique, mais également sur Twitch et sur YouTube, donc si jamais ça vous intéresse. Vu que là, à mon avis, je suis justement pile à 30 minutes, donc on n'aura peut-être pas le temps de répondre à des questions, mais je ferai probablement un débrief demain sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à passer.